Bon, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, compte tenu de l'importance du secteur du logement dans les débats autour du projet de loi de finances, nous avons souhaité entendre Monsieur Patrice Vergrit, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Monsieur le ministre, d'ailleurs, vous serez le seul ministre audité, c'est dire l'importance que nous attachons à cette rencontre. C'est la première fois que vous venez devant notre commission et bien sûr, je vous souhaite tout particulièrement la bienvenue. Je peux vous dire également que je suis heureux, évidemment, à titre personnel, de vous retrouver après des étapes que nous avons connues ensemble, direction d'agence d'urbanisme, élu local, maire, président d'agence d'urbanisme et président de la Fédération nationale de l'AFNO, d'agence d'urbanisme. Votre tâche, nous le savons, n'est pas facile, alors que le secteur de la construction neuve fait face à la chute des ventes et que la hausse des taux oblige les candidats au logement à différer leurs projets. Le logement social n'est guère en meilleure forme, les délais d'attente sont toujours pointés du doigt, tandis que le nombre de logements neufs s'est sensiblement réduit au cours des dernières années. Le projet de loi de finances contient quelques mesures. Vous nous expliquerez certainement ce que vous en attendez, car certaines ont été ajoutées dernièrement dans le texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité. Donc, nous manquons forcément quelque peu d'éléments pour en apprécier l'impact. Autant dire que nous vous écouterons avec la plus grande attention et nous ne serons d'ailleurs pas les seuls, puisque je vous rappelle que cette audition est retransmise sur le site internet du Sénat et je suis à peu près certain qu'elle va être très suivie. Monsieur le ministre, je vous donne tout de suite la parole pour une introduction du sujet. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi pour votre invitation. Je suis ravi de pouvoir être le seul que vous puissiez auditionner, tant effectivement le sujet du logement est un enjeu important, me semble-t-il, aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire l'injure de rappeler les 4 grands objectifs finalement de la politique du logement dans notre pays. Un objectif à caractère économique, puisque le logement, c'est aussi de l'emploi, notamment de l'emploi dans le bâtiment, mais aussi, finalement, la politique du logement se donne pour objectif le logement abordable, la capacité pour tout à chacun, finalement, d'accéder au logement dont il rêve et dont il a besoin. Un objectif environnemental, veiller à ce que chacun des logements puisse contribuer à la transition énergétique. Un objectif social qui se traduit par les enjeux d'hébergement d'urgence, mais aussi la capacité d'accorder un logement digne et décent à chacun d'entre nous. Et enfin, un objectif territorial, c'est-à-dire cette capacité à donner à la politique du logement de s'adapter à la réalité des territoires. Ces 4 grands objectifs qui fondent ce qu'est une politique durable du logement en France, économique, environnementale, sociale et territoriale, sont les objectifs naturels de la politique du logement. Sauf que ces grands objectifs sont touchés, vous l'avez dit, Monsieur le Président, aujourd'hui par une crise multifactorielle, si je m'exprime de manière un peu technique. Une crise d'abord économique qu'on sentait poindre depuis de nombreuses années avec la croissance des prix immobiliers, la spécialisation de la construction de logements en France vers la maison en zone détendue, la maison individuelle éloignée de la ville en zone détendue et les dispositifs d'aide fiscale à l'investissement locatif dans les grandes villes, et qui est venu, j'ai envie de dire, couper une dynamique qui a été coupée par la croissance forte des taux d'intérêt qui sont passés de 1,2% à 4,2%. En même temps, l'augmentation du coût des matériaux. Finalement, tout se passe comme si notre pays avait des prix fonciers adaptés à des taux d'intérêt à 1% au moment où ils sont à 4,2%. Et donc, évidemment, cette crise de la production est là. Moins 38% de crédits immobiliers accordés, moins 16% de mise en chantier, moins 28% de logements autorisés. On a donc bien une première crise qui est une crise de la production du logement.
Cette crise n'est pas la seule crise que connaît le logement aujourd'hui, également une crise environnementale avec des besoins d'accélération des rénovations énergétiques des logements, une crise sociale avec la croissance de l'hébergement d'urgence qui est passé de 93 000 places d'hébergement d'urgence à 203 000 places aujourd'hui. À cela s'ajoute une crise démographique avec le vieillissement de la population et un besoin d'adaptation fort. Donc une crise multifactorielle sur l'ensemble des dimensions de la politique du logement. Finalement, face à cette crise particulièrement aiguë et multifactorielle, l'idée que le modèle ancien puisse faire repartir aujourd'hui le logement bute sur la réalité, et notamment sur l'articulation entre production et réponse aux transitions écologiques et à la nécessité d'adapter les logements au vieillissement. Et donc ce sont des nouvelles réponses qui sont nécessaires pour pouvoir soutenir aujourd'hui l'ensemble des besoins et dépasser les différentes crises de la politique du logement. L'idée est finalement de trouver une politique du logement plus adaptée à ce que doit être la ville du XXIe siècle. Donc tous les outils de la politique du logement ont besoin d'être profondément repensés. La priorité, bien entendu, et l'urgence est d'abord une urgence économique aujourd'hui, avec une urgence liée à la crise de la production. C'est la raison pour laquelle, dans ce projet de loi finances, vous retrouvez un certain nombre de premières mesures à caractère financier et fiscal. D'abord, pour l'accession à la propriété, un prêt à taux zéro qui est recentré, mais qui est boosté à la fois dans les quotités, à la fois dans les plafond, à la fois dans les publics éligibles. L'idée, finalement, c'est de pouvoir maintenir le même nombre de prêts à taux zéro avec une géographie plus recentrée. À ce renforcement du prêt à taux zéro dans les zones les plus tendues, c'est ajouter une volonté d'adapter les zonages. Vous avez vu que nous avions fait un premier décret qui a permis à d'autres territoires de rentrer en zone tendue. Donc, affiner les zonages, essayer de faire que le prêt à taux zéro soit renforcé dans les zones où il y en a le plus besoin pour privilégier un prêt à taux zéro dans l'ancien sur la rénovation, dans les secteurs où la vacance est la plus élevée et qui nécessitent davantage du recyclage urbain. Sur la question de l'accession à la propriété, nous travaillons aussi avec Bruno Le Maire sur la question de l'accès au crédit immobilier. Tout à l'heure, je l'évoquais, moins 38% de crédit immobilier. Le but du jeu est d'essayer de convaincre, en tout cas d'échanger avec le gouverneur de la Banque de France sur la question des sous-critères, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. 35% de ratio mensualité sur revenu, 25% de durée de prêt. C'est pas ça qui est évoqué aujourd'hui par le gouvernement, mais plutôt les 20% de marge qui sont données aux banques aujourd'hui et qui ne sont pas pleinement utilisées, puisque seulement 13% de ces marges sont utilisées par les banques, car il y a des sous-critères, par exemple 70% de primo-excédent dans les 20% de marge. Et c'est sur ces sous-critères aujourd'hui que nous discutons avec le gouverneur de la Banque de France. Nous soutenons également le bail réel solidaire. Nous soutenons également la vente HLM. Vous avez vu les annonces que nous avons faites au congrès HLM pour essayer de doper aussi la vente HLM. Ça, c'est sur l'accession à la propriété. Sur deuxième élément que nous souhaitons renforcer, c'est le logement locatif intermédiaire, avec un zonage là aussi qui a été adapté pour permettre à plus de territoires de pouvoir en bénéficier. Et dans ce projet de loi de finances, vous avez une extension du bénéfice du logement locatif intermédiaire à toutes les catégories de fonds d'investissement, ce qui peut permettre finalement aux particuliers de revenir dans le financement du logement locatif intermédiaire via ces fonds d'investissement. Sur le logement locatif social, je revenais tout à l'heure sur l'accord qui a été trouvé avec le mouvement HLM, de manière à pouvoir tenir à la fois un objectif ambitieux de rénovation énergétique du parc social. Vous savez que 9,5% du parc social est encore aujourd'hui passoire thermique, ce qui est nettement mieux que le parc privé, puisqu'on est moitié moindre. Néanmoins, il y a un rythme à tenir, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a fait l'annonce à Nantes d'un fonds de 1,2 milliard sur 3 ans pour accompagner à la rénovation énergétique des logements sociaux et accompagné d'un certain nombre de prêts de la Caisse des dépôts et consignations
pour accélérer la production, des prêts qui équivalent à peu près 650 millions d'économies de charges d'intérêt pour les bailleurs. Ça a été également le maintien du taux du livret A à 3%, encore pendant 1 an et demi, et c'est aussi le suivi de l'application de la loi SRU, dont vous savez que nous sommes actuellement au moment du bilan triennal, et nous engageons des contrats de mixité sociale avec les communes carencées de manière à pouvoir développer la production de logements sociaux dans les communes qui en ont besoin. Un plan logement étudiant est également en préparation, en essayant de travailler sur les fonciers universitaires disponibles, la transformation de bureaux en résidences étudiantes, puisque vous savez que la transformation de bureaux en logements familiaux est plus difficile techniquement, mais plus facile sur des transformations en résidences étudiantes. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. J'essaie de balayer l'ensemble de la politique du logement. Vous avez également dans ce projet de loi de finances des dispositions sur le foncier, notamment le renforcement d'abattement de plus-value de cession foncière. Un certain nombre de dispositifs existent dans ce projet de loi de finances. Sur les questions foncières, évidemment, je rappelle aussi l'existence du fonds vert qui permet aussi d'accompagner fortement le recyclage urbain. Le travail que nous avons fait avec Olivia Grégoire et Christophe Béchu sur la transformation des entrées de ville, notamment des zones commerciales en entrées de ville, où des fonciers sont disponibles. Et nous sommes aujourd'hui en train de discuter avec les foncières commerciales pour la transformation de ces fonciers et y ajouter évidemment des logements. Si je continue dans les aides qui sont aujourd'hui les réponses à la crise de la production, vous avez évidemment ce plan de soutien de 47 000 logements, plan de rachat en fait de logements à des promoteurs, 30 000 de la part d'Action Logement, 17 000 de la part de CDC Habitat, chacun des deux étant aujourd'hui aux alentours de 11 000, 12 000 achats. Donc il reste encore des possibilités de rachat par ces deux entités. Une mission parlementaire qui vient d'être lancée sur la réforme de la fiscalité locative. Je préfère d'ailleurs aborder et dire réforme de la fiscalité locative plutôt que statut du bailleur privé qui est peut-être un petit peu moins net. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir évaluer la question de la justice fiscale face à l'investissement locatif, mais aussi quelque part l'incitation pour les particuliers à s'engager dans l'investissement locatif. Ce sera la double mission. Le double travail de cette mission parlementaire, de travailler finalement à la fois sur les meublés touristiques, mais aussi finalement sur la promotion de l'investissement locatif. Le plan gouvernemental de lutte contre la vacance qui se poursuit. Je pense que vous connaissez la possibilité pour les communes de pouvoir identifier les propriétaires qui sont concernés par des logements vacants et de pouvoir évidemment avoir directement accès à eux, la prime de sortie de la vacance de l'ANA, la taxe sur les logements vacants, le prêt à taux zéro dans l'ancien sur rénovation. Donc tout ce travail pour lutter contre la vacance se poursuit. En matière de rénovation énergétique, vous avez dans ce projet de loi de finances une dotation de l'ANA qui est calibrée à 5 milliards d'euros, donc 400 millions d'euros pour le logement locatif social, ce que j'évoquais tout à l'heure quand je parlais du fonds de 1,2 milliard d'euros sur 3 ans. L'objectif, c'est d'atteindre 200 000 rénovations d'ampleur, donc 80 000 en copropriété, avec davantage d'accompagnement, puisque le but de MaPrimeRénov', c'est de pouvoir réussir la transition entre du financement de changement de vecteur énergétique à de la rénovation globale, et donc plus d'accompagnement des particuliers et des propriétaires pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc vous avez dans ce projet de loi de finances des mesures qui visent à renforcer l'aide de l'État qui peut aller jusqu'à 90% du montant des travaux pour les ménages très modestes, donc dans ce cadre-là. La prolongation de l'éco-PTZ et la simplification du vote en copropriété. La création de MaPrimeAdapt qui a vocation à rassembler 1,5 milliard d'euros d'ici la fin du quinquennat. Déjà 250 millions engagés en 2024 pour permettre aux personnes d'adapter leur logement, notamment aux contraintes du vieillissement, mais aussi du handicap, évidemment pour préparer à cette révolution démographique que j'évoquais tout à l'heure, qui était le vieillissement de la population. Sur l'hébergement d'urgence, vous avez également, dans ce projet de loi de finances, le maintien d'un haut niveau de nombre de places d'hébergement d'urgence à 203 000 places, qui est
le record historique et même des éléments complémentaires pour les femmes victimes de violences, qui fait qu'on pourra augmenter même encore ce chiffre de 203 000 places. Voilà un petit peu ce que vous retrouverez autour ou dans ce projet de loi de finances. Cela, c'est une étape dans la transformation de la politique du logement dans laquelle nous sommes engagés. Vous avez également pu voir que nous avions confié à Mathieu Hanotin et Michel Lutz un rapport sur les copropriétés dégradées et l'habitat indigne. Celui-ci a été rendu. Il a vocation, d'ici à la fin de l'année, de donner lieu à des mesures à caractère réglementaire et financier de la part du gouvernement, donc d'ici la fin de l'année. Et les mesures à caractère législatif ont vocation à être dans un projet de loi qui doit arriver sur vos tables au premier trimestre 2024, donc un projet de loi sur l'habitat indigne et les copropriétés dégradées avec de nouvelles mesures législatives. Et enfin, le président de la République l'a annoncé, l'arrivée aussi sur vos tables d'une grande loi logement au printemps 2024, avec plusieurs objets. Le premier objet, la décentralisation de la politique du logement. Donc effectivement, qui fait quoi dans la politique du logement et comment on donne surtout la possibilité aux acteurs de terrain d'avoir plus de capacité d'agir aujourd'hui en matière de politique du logement. Sans doute aussi des questions autour de l'avenir du logement social. Vous avez vu que la Première ministre a annoncé au comité interministériel des villes la volonté de ne plus se voir attribuer par les préfets des ménages DALO en très grande précarité dans les quartiers en politique de la ville. Cela vient de l'attachement que nous avons au modèle généraliste du logement social et place la mixité sociale aussi comme un enjeu à côté du droit au logement. Cette question de l'avenir du logement social, notamment la nécessité d'arbitrer entre un renforcement du modèle généraliste avec une vocation de mixité sociale ou un modèle résiduel qui concentrerait les plus démunis, et quelque chose qui pourra aussi être débattu dans le cadre de la loi logement, avec pour perspective, pourquoi pas derrière, d'adapter les modalités des attributions de logements sociaux en fonction effectivement des orientations choisies sur le logement social. C'est une loi qui peut aborder les rapports locatifs, c'est une loi qui peut aborder un certain nombre de sujets. J'ai envie de dire, je la résumerai en la phrase suivante. Il s'agit finalement d'adapter la politique du logement à ce que doit être aujourd'hui le modèle de développement territorial du XXIe siècle. Nous avons finalement des outils de la politique du logement qui correspondent à une autre époque, sans doute, du modèle de développement territorial. Aujourd'hui, le Covid est passé par là, la nécessité de s'adapter à la transition écologique est passée par là, le lien emploi-logement aussi, qui est de plus en plus affiché dans les territoires, est passé par là et nécessite finalement que ce modèle du développement territorial soit repensé. Et qui dit nouveau modèle de développement territorial dit nouveaux outils de la politique du logement. Et ce sont ces nouveaux outils qui doivent pouvoir se traduire dans cette grande loi logement finalement. Comment on souhaite que la politique du logement demain contribue au développement territorial souhaité. Voilà, Monsieur le Président, ce que je souhaitais évoquer en introduction pour à la fois évoquer des éléments qui sont dans le projet de loi de finances 2024, mais aussi aller un peu au-delà pour essayer d'exprimer comment tout ça se situe dans un cadre plus large de réforme de la politique du logement. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais tout de suite donner la parole au rapporteur général. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre. J'ai l'impression, à vous avoir écouté, que la chef du gouvernement a bien fait de changer de ministre du Logement. Puisque là, on a un tableau à la fois où on entend un grand volontarisme et des perspectives que je qualifierais presque d'un peu idylliques. En tous les cas, dans le ton qui est le vôtre, qui, je dirais malheureusement, se fracasse un peu sur la réalité actuelle, puisque moi, j'ai sorti un petit graphique qui me donne le nombre de logements neufs cumulés sur 12 mois entre les logements autorisés et les logements commencés. Si on regarde sur le schéma sur une dizaine d'années, on retombe aux plus mauvaises périodes. Donc, comme dirait l'autre, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'interpeller
ministre de l'Économie et des Finances en lui disant « maintenant au travail ». Je pense qu'il y a du boulot, il faut de la sueur de chef, mais ça ne suffit pas, y compris, me semble-t-il, dans ce qui vient d'être dit sur la manière de travailler les publics dans les zones urbaines, alors qu'on appelle quartier sensible, politique de la ville, renouvellement urbain, j'en passe et des meilleurs. Beaucoup de... il y a, dans la fin de votre propos, je crois qu'il y a un sujet, me semble-t-il, les précédents, enfin, ce que le balayage général met les points forts, points faibles, mais je crois qu'il y a un phénomène nouveau. En tous les cas, moi, je l'entends sur le terrain, c'est effectivement le lien emploi-logement. Je dis nouveau parce qu'il fait écho à ce que l'on constate également, c'est-à-dire une pénurie d'emplois et concomitamment le fait que nos concitoyens de tous âges et je dirais presque de toutes conditions sont assez enclins à changer plus facilement qu'hier d'emploi, parfois même sous forme d'intérim ou de contrat à durée déterminée. C'est-à-dire, et donc, il y a le sujet de la mobilité et de la proximité entre souvent, je dis bien souvent, c'est pas toujours, l'emploi et, comment dirais-je, le logement. Moi, je vais me contenter de vous poser 3 questions. On pourrait, comme on est nombreux, vous allez voir, les questions ne vont pas manquer parce que quand même, le logement, me semble-t-il, est aujourd'hui englué dans une crise qui, à mon avis, est assez structurelle. Donc, il faudra du temps pour en sortir. Et il faut qu'on prenne garde, les uns et les autres, dans nos responsabilités respectives, à ne pas promettre un printemps dès demain, parce que là aussi, je pense qu'on créerait on se créerait plus de difficultés. On a eu une mission de l'IGF qui avait, il y a un peu plus d'1 an, remis au gouvernement un rapport qui recommandait de supprimer l'avantage fiscal des meublés touristiques classés. Donc le gouvernement, par voie d'amendement, cette année a proposé une mesure dans ce sens. J'aurais simplement besoin de savoir est-ce qu'on peut avoir connaissance des principales conclusions, du rendement qui en est attendu, parce qu'il va falloir regarder quel est le coût d'ailleurs pour les propriétaires concernés qui vont avoir un impôt supplémentaire à acquitter, lequel n'a pas été, comment dirais-je, anticipé. Il y a la classification des zones A, B et C et comment tout cela va se traduire notamment dans les stations de haute montagne, puisqu'il y avait un attachement au régime fiscal actuel des meublés touristiques classés. Un deuxième sujet sur le prêt à taux zéro, j'ai bien noté, il est recentré et boosté. Il va servir également pour la rénovation et notamment pour du recyclage urbain. Donc, plusieurs questions. Un, dans quel territoire, puisque si c'est au sens latin du terme urbain, ça va. Je considère que tous les territoires peuvent être éligibles. Je crains que ça ne soit pas tout à fait le cas. Donc, est-ce que vous avez d'ores et déjà, je dirais, une carte nous permettant de mieux apprécier les choses, sachant que la Fédération française bancaire a estimé qu'en ouvrant le dispositif, ça ne créerait a priori que de l'ordre d'une quinzaine de milliers de nouveaux bénéficiaires. Est-ce que vous confirmez qui rentre, qui sort dans le dispositif? Et puis le troisième sujet, c'est sur le financement du logement social, où j'ai l'impression que finalement le cadre n'est pas parfaitement clair, puisque les aides, le financement ne proviendrait bientôt, désormais, que du déblocage des crédits du FNAP. Et donc, ma question, c'est, alors je vois pour 2024, mais en 2025, si les contributions des bailleurs sociaux venaient à se réduire, ce qui est a priori prévu et programmé, et par exemple qu'Action Logement ne viendrait à plus financer,
quelles seraient les modalités de financement que vous souhaitez, ou en tous les cas que vous prévoyez. Merci, monsieur le rapporteur général. Je vous propose, monsieur le ministre, de répondre au rapporteur général dans un premier temps, si vous voulez bien. J'y joindrai juste un bout de question. Dans cette question du logement que je connais aussi depuis quelques années, comme beaucoup ici, la difficulté, c'est finalement de passer du discours d'orientation politique. Vous avez démarré par ce point, c'était important de le faire. Et ensuite, on passe généralement à une succession de mesures, voire quelquefois de micro-mesures ou de mini-mesures par rapport aux objectifs qui sont annoncés. Et le lien entre les deux est un peu compliqué à faire. Oui. Autrement dit, est-ce qu'il est, d'après vous, dans un délai raisonnable, possible de construire une espèce de progression, de vision des choses, non pas par mesure, mais par résultat de ces mesures. C'est-à-dire un peu, si les mesures marchaient toutes, qu'est-ce qu'elles produisent, qu'est-ce qu'on peut en espérer, et dans quel délai, de manière à avoir un peu un objectif qui ne soit pas uniquement un objectif de dépense budgétaire, mais plutôt un objectif de réalisation d'objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je vous laisse répondre. Alors, comme l'a dit le rapporteur général, ne vous étonnez pas, c'est à peu près tout le monde ici va prendre la parole sur le sujet. Ça a bien démarré, rien qu'avec la liste d'attente, si je puis dire, je suis déjà aux 2/3. Donc, vous voyez, ça ne m'étonnerait pas que tout le monde prenne la parole. Donc, je vous inviterai donc en même temps à une certaine concision, comme d'ailleurs à mes collègues, pour ce qui est de poser les questions. Merci, Monsieur le Président. Ce n'est pas mon fort, la concision, quand c'est un sujet passionnant. Alors d'abord, Monsieur le rapporteur, effectivement, je partage totalement votre analyse d'un élément qui a évolué effectivement depuis une vingtaine d'années, donc depuis l'évolution du cadre de la politique du logement. La politique du logement s'est fondée sur un cadre qui aujourd'hui est à remettre à plat complètement. Et dans cette remise à plat, le lien emploi-logement a pris beaucoup d'importance. Ces questions de mobilité, cette question de proximité aussi de l'emploi. Et je pense que quand on parlait de la grande loi logement, ça suppose effectivement de repenser la politique du logement avec ces nouveaux éléments. Le lien emploi-logement n'est pas le seul élément. Je parlais tout à l'heure du Covid qui a changé profondément la façon dont on aborde la question du logement aujourd'hui. Je pense à la transition écologique, je pense au vieillissement de la population. Tout ça doit nous permettre de reposer finalement le cadre. Finalement, qu'est-ce qu'on veut pour la politique du logement? Et du coup, de tout ça doit décliner des outils, y compris, par exemple, tout à l'heure, la question de l'attribution des logements sociaux. Est-ce que demain, la question du lien emploi-logement doit aussi rentrer dans la logique des attributions de logements sociaux? Est-ce que demain, par exemple, on peut se voir attribuer un logement social parce que ce serait plus proche de son emploi? C'est des questions qui pourront être posées dans le cadre de cette grande loi logement. Sur la question du régime des meublés touristiques, classés effectivement, passés de 71 à 50% dans ce projet de loi de finances. C'est un sujet qui a fait beaucoup de débats, qui a suscité beaucoup de polémiques. Moi-même, je me suis exprimé à un moment donné du débat dans l'un des journaux nationaux. La Première ministre a souhaité avoir une position de sagesse sur ce point, finalement en disant on a besoin, avant de prendre une position un peu définitive sur la fiscalité la fiscalité locative, avoir une mission parlementaire qui, entre guillemets, pose le stylo, regarde tous les effets de bord possibles, et vous avez évoqué les stations de montagne, donc une analyse plus en profondeur des effets de bord potentiels pour essayer effectivement d'aborder l'ensemble de la fiscalité locative en intégrant finalement tout ce qu'on souhaite mettre dedans, à la fois des notions de justice fiscale. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui finalement d'avoir un abattement plus important pour du meublé par rapport au non meublé, par exemple, qui est une question qu'on pourrait se poser demain. Là, c'est une différence de 50-30 qui est maintenue dans le projet de loi de finances aujourd'hui. Qu'est-ce qui justifie effectivement que le classé tourisme vaille 71%? Et puis des mesures aussi d'incitation. Qu'est-ce qui peut permettre demain à nos concitoyens d'investir davantage dans le locatif? Donc c'est une mesure, j'ai envie de dire, presque d'attente qui a été proposée là, en 71 pour 50.
qui n'a pas vocation effectivement à être peut-être la dernière évolution de cette fiscalité locative, mais c'est, j'ai envie de dire, un premier pas qui a été proposé par le ministre de l'économie et des finances vers, sans doute, c'est ce que la mission parlementaire doit nous donner, des éléments peut-être plus avancés de réforme de la fiscalité locative. Donc voilà le sens du projet de loi de finances, une sorte de premier pas vers quelque chose qui pourrait être plus abouti au cours de l'année 2024. Le prêt à taux zéro, la différence, en fait, vous avez vu deux chiffres, effectivement, et vous l'avez rappelé. C'est la Fédération française du bâtiment qui a rappelé ce chiffre de 15 000 nouveaux bénéficiaires versus 6 millions de ménages éligibles. Oui, la Fédération bancaire a dû reprendre aussi, à mon avis, la Fédération française du bâtiment qui l'a dit aussi. C'est tout simplement le nombre, en fait, c'est le nombre d'un côté de publics éligibles. On aura bien 6 millions de Français de plus éligibles versus le nombre de prêts qu'on peut en attendre. Et on peut sans doute, à partir de ces 6 millions de Français éligibles, avoir probablement 15 000 prêts à taux zéro de plus. Et donc, du coup, garder ce montant de 40 000 à 45 000 prêts à taux zéro en 2024 que nous avons en 2023. Donc, entre le public éligible et le nombre de prêts qu'on peut en attendre, voilà simplement la différence entre 6 millions et 15 000. Mais les deux chiffres se valent. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ce renforcement et ce recentrage du prêt à taux zéro, on attend le même nombre de prêts à taux zéro en 2024 qu'en 2023. C'est-à-dire que le renforcement du prêt à taux zéro, j'ai envie de dire, élimine la dimension du recentrage. On garde quelque chose d'assez booster. Sur la question du logement locatif social et le devenir du FNAP, effectivement, aujourd'hui, en 2024, nous avons une contribution d'Action Logement. Là aussi, de la même manière, je pense que le débat que nous aurons dans le cadre de la grande loi logement, et notamment le débat que nous aurons plus particulièrement sur le thème de la décentralisation de la politique du logement, doit permettre de répondre aussi à cette question. Finalement, est-ce que demain, c'est aux futurs AOH, parce que ce sont les AOH qui seront évidemment la base de la politique du logement de manière décentralisée, est-ce que demain, ce sont les AOH qui doivent effectivement assurer l'aide à la pierre ? Avec quelles ressources? Ça sera forcément l'une des questions qui va émerger de cette grande loi logement, et notamment dans son chapitre décentralisation. Donc difficile de répondre à votre question tant qu'on n'a pas eu ce débat, notamment avec les associations d'élus, pour savoir effectivement demain qui portera l'aide à la pierre. Donc j'ai envie de dire, pour moi, il est un peu prématuré de répondre avant le débat sur la décentralisation de la politique du logement, d'évolution de l'aide à la pierre. Et enfin, Monsieur le Président, par rapport à votre question, je partage totalement. Finalement, très rapidement, d'ailleurs, je le disais souvent aux médias, très rapidement, finalement, une fois qu'on a posé une première question politique sur la politique du logement, c'est-à-dire est-ce que tout le monde a un toit, est-ce que voilà, on arrive très vite au tuyau. Et au tuyau assez incompréhensible d'ailleurs, et on est très vite dans le verbiage et dans les acronymes. Et finalement, on ne voit pas toujours le lien entre une vision, un résultat et des tuyaux et des engagements de dépenses. C'est quelque chose qu'on souhaite faire évoluer et fonctionner effectivement beaucoup plus par objectif de résultat. Les attributions de logements sociaux illustrent bien votre propos, parce que finalement, on a inventé des dispositifs législatifs, réglementaires assez exceptionnels sur les commissions d'attribution de logement. On devrait donc avoir des résultats exceptionnels, vu le nombre de critères qui sont donnés aux attributions de logements sociaux. Et bien pourtant, malgré tout ça, dans les quartiers de la politique de la ville, on continue à avoir la concentration de la misère. Donc comme quoi, effectivement, en étant dans une logique purement procédurale, en écrivant finalement que sur les moyens de la politique du logement et en n'écrivant pas sur ses objectifs, on finit par ne plus finalement atteindre ces objectifs tant on complexifie quelque chose c'est-à-dire la logique procédurale n'est pas une bonne façon d'atteindre le résultat. Donc je partage totalement votre vision de la politique du logement. À force de parler procédure, on en a fini par oublier quel était l'objectif de toutes ces procédures. Et je pense que revenir à des objectifs de résultat, et là je vous ai donné un bon exemple, me semblerait effectivement particulièrement utile. Donc je partage totalement votre point de vue sur les outils de la politique du logement. Merci, Monsieur le Ministre. En matière de résultats, moi, vous voyez, je réussis. C'est-à-dire qu'on a bien quasiment la totalité des élus qui sont inscrits, ce qui va nous permettre de demander à chacun de s'en tenir à 90 secondes, 1 minute 30 pour une intervention, ce qui amène à une synthèse encore plus importante que d'habitude. Et nous allons commencer, pour nous donner le là, par Bruno Belin. Merci, Président. Monsieur le Ministre, ravi de vous revoir dans cette maison. La dernière fois,
je vous avais interrogé, c'était quand vous avez candidaté pour présider l'agence de financement des infrastructures de transport, et je vous avais demandé si vous resterez plus longtemps que votre prédécesseur Jean Castex. Vous ne l'avez dépassé que de quelques semaines. En tout cas, ravi de vous voir. Et comme le dit le rapporteur général, moi, je ne doute pas de votre bonne volonté. En tout cas, vous l'exprimez. Mais vous avez, dans cette liste de multifactorielle de la crise, se loger va devenir de plus en plus difficile. Vous avez oublié quelques points que je me permets de vous rappeler, parce que nous y sommes forcément très sensibles ici. La question du ZAN, du zéro artificialisation nette, vous n'en avez pas du tout parlé, ce qui va faire qu'augmenter le coût du logement, parce que la déconstruction, pour faire de la construction, on voit bien déjà, et notamment les bailleurs sociaux le font marquer. La question de sortir tous les logements passoires du parc locatif va avoir une incidence terrible, notamment dans le milieu urbain paupérisé. Et puis, vous n'avez pas du tout évoqué, et nous le vivons, nous, sur le terrain, les territoires, les questions de l'arrivée des PLUI, qu'il va y avoir une disproportion entre ce qui sera possible de faire en milieu rural ou ce qui sera nécessaire à faire en milieu urbain. En tout cas, le milieu rural va se trouver évidemment très frustré, puisque pratiquement plus aucun projet ne va pouvoir sortir sur des dizaines de milliers de collectivités. Alors, c'est le bon vieux principe, hein, ce qui est rare va devenir cher, donc complexité à se loger. Moi, je trouve que complexité rime avec difficulté. Le prêt à taux zéro, enfin, sincèrement, c'est pas avec ça que vous faites de l'accession à la propriété. J'entends votre ambition. On va arriver peut-être à 15 000 de plus sur 6 millions, c'est-à-dire 0,25% du potentiel. Donc, on est quand même sur une ambition qui me semble un peu légère. Il y a des choses que vous n'avez pas évoquées, qu'on ressent et qu'on entend sur les territoires. L'ANA, c'est très difficile. L'ANA, ça vient quand, quoi. Là, si vous pouvez faire accélérer, donner des instructions à vos services, ça serait évidemment assez extraordinaire. Zone tendue, tout le territoire national va être tendu parce que ZAN, parce que PLUI, parce que coût du logement. Le logement social, le constat, c'est divisé par 4. Et donc, ma question est simple. Est-ce que après le futur feu dispositif Pinel, y aura-t-il un dispositif Vergrit où enfin on va avoir une politique du logement ambitieuse et efficace et qui évitera les mini-mesures? Merci Bruno. Hervé Maurey. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis également très heureux de vous retrouver parce que moi je vous ai auditionné dans cette salle dans le cadre de vos fonctions précédentes. J'aurai bien sûr, comme tous mes collègues, beaucoup de questions à poser. Je vais me limiter à une question que j'ai déjà posée lors d'une question orale le 6 juin dernier. Comme je n'ai pas eu de réponse, je l'ai confirmé par un courrier à votre prédécesseur le 13 juin. Et comme je n'ai pas eu de réponse, je l'ai confirmé par un courrier à vous-même le 20 septembre. Peut-être qu'aujourd'hui j'aurai une réponse. Ça porte sur les conséquences du DPE sur les petites surfaces. On sait que les nouvelles règles de DPE pénalisent les petites surfaces parce que les surfaces déperditives sont proportionnellement beaucoup plus importantes que les surfaces habitables. Et l'Observatoire national de la rénovation estime que 63% des surfaces de moins de 30 mètres carrés sont classées en E, F ou G, alors que pour l'ensemble du parc, le chiffre est de 39%. Et on a très souvent des diagnostiqueurs qui préconisent des solutions tout à fait inadaptées pour des petites surfaces, surtout en milieu urbain, quand la seule solution est de mettre une pompe à chaleur en ville, au premier étage. Ça pose un certain nombre de problèmes techniques, de coûts, d'urbanisme et d'esthétique, mais c'est très souvent ce qui se passe. Alors, il y a eu des propositions qui ont été faites notamment par, je crois, le syndicat des diagnostiqueurs, qui suggèrent qu'il y ait un coefficient de pondération pour les petites surfaces. J'aimerais savoir ce qu'il en est de cette idée qui, je crois, a été reprise par certains, y compris au gouvernement. Et pour terminer, j'attirerai juste votre attention sur le fait, sur un exemple qui n'était pas dans ma question orale et donc je viens l'enrichir. Un de mes amis a mis sur un journal d'annonce un studio à louer en proche banlieue parisienne. Il a eu 500 réponses. C'est dire combien la demande de logement est forte et qu'il ne me paraît pas très opportun de continuer à retirer des logements du marché. Merci Hervé et merci d'avoir limité à une seule question, ce que va faire également Vincent Capo-Canella. Merci Président, je vous confirme. Monsieur le Ministre, merci d'abord de tout ce que vous nous avez dit et des intentions que vous avez affichées qui sont positives. On cherche tous la mesure simple, efficace qui pourrait contribuer à relancer la production de logements. Et vous avez tout à l'heure illustré un sujet qui était la hausse des taux et l'impact sur les accédants potentiels à la propriété. Bon, alors, il y avait une mesure fiscale qui avait été mise en place du temps de la loi TEPA, c'était en 2007. Alors, elle a été en partie décriée,
Elle n'a pas forcément totalement atteint sa cible à l'époque, mais elle visait à une déduction des intérêts, pour une part en tout cas, je crois que c'était de mémoire 40% la première année et 20% la deuxième, pour les accédants à intérêt des emprunts qui étaient de ce fait-là déductibles. Bon. Alors, il faut peut-être la recentrer, il faut peut-être réfléchir à l'impact, la critériser, mais est-ce que ça ne permettrait pas d'avoir, alors je ne sais pas si on appellerait ça le vert grit, mais une solution visible, simple, efficace, qui puisse entraîner? Il y a peut-être quelque chose à regarder. En tout cas, on est quelques-uns à être disponibles pour en parler. Merci Vincent. Didier Rambaud, puis Jean-François Rapin. Merci Président. Monsieur le Ministre, centrer mon propos sur la loi SRU. Loin de moi de vouloir remettre en cause cette loi, parce qu'au contraire, je considère que si on a eu ces dernières années construction d'un certain nombre de logements sociaux, c'est bien grâce à la loi SRU. Peut-être d'ailleurs vous auriez des chiffres de comparaison, enfin nous dire l'impact de la loi SRU sur la construction de logements sociaux. Néanmoins, deux remarques sur le problème des communes dites carencées. Dans mon département d'Isère, bon, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait quelques communes carencées, et j'estime que pour certaines d'entre elles, les critères d'exemption me paraissent très injustes. Je vais citer une commune parce que je sais qu'elle vient de vous adresser un recours, la commune de Volna-Véléo, qui a rejoint la métropole grenobloise en 2016, a appliqué parfaitement le PLH de l'agglomération grenobloise, mais en l'appliquant, ça l'a fait passer au-delà des 3500 habitants. Entre 2020 et 2022, elle s'est retrouvée effectivement exemptée. Et aujourd'hui, suite à des changements de critères, elle se retrouve carencée et devoir une amende de 70 000 €. Là, c'est un sujet qui peut faire exploser une équipe municipale, voire la faire démissionner. Comment est-ce que vous, par rapport à cette loi SRU, est-ce que vous avez l'intention de revoir un petit peu ces critères d'exemption? Et enfin, dernière question qui concerne, je m'excuse, le logement étudiant, qui est un sujet essentiel. C'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on a beaucoup d'échecs chez nos étudiants. C'est en raison d'un manque de logement, mais par contre, c'est très difficile pour une collectivité locale d'investir dans le logement étudiant parce que ça ne rapporte rien, parce que ça crée des problèmes aussi de cohabitation, de voisinage et de nombreux recours. Et alors là aussi, est-ce que les logements étudiants peuvent rentrer dans les quotas de SRU? Merci. Merci Didier. Jean-François Rapin, puis Christine Lavarde. Monsieur le ministre, je serai très bref, d'autant que le rapporteur général a empiété sur mes propos, mais c'est bien normal puisqu'il parle en premier. Entre Jean-François, ça se fait. Monsieur le ministre, le logement en France, c'est deux jambes. C'est un parc social et public depuis de nombreuses années, mais aussi un parc privé. On a vu récemment de nombreux articles dans la presse d'inquiétude des promoteurs privés. Notamment la Fédération française des promoteurs immobiliers, au travers de son président, qui est de notre région. Moi, je suis inquiet au regard. Alors, vous nous avez fait beaucoup d'annonces là, mais simplement sur cette part privée, vous parlez de la façon dont on pourrait aborder la question fiscale et de la défiscalisation dans le logement privé, au travers d'une mission parlementaire. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, et ça n'est pas de votre fait, vous n'étiez pas aux manettes du ministère du Logement, mais on aurait dû faire ça avant de transformer le Pinel en Pinel+. Peut-être que l'expertise aurait dû se faire avant de prendre une mesure aussi radicale dont je l'ai entendu siffler très fort de la part des promoteurs de toute la France il y a peu de temps. Donc je pense qu'il faut... peut-être il aurait fallu anticiper un petit peu plus. Et donc ma question est simple. Quel est l'avenir de la promotion privée en France au regard du gouvernement? Merci Jean-François. Christine Lavarde, puis Thierry Kozik. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je vais vous interroger sur la rénovation thermique des bâtiments. Il me semble que vous avez annoncé au début de ce mois une enveloppe de 1,2 milliard donc pour favoriser les opérations de rénovation de logements. Alors, est-ce que cette enveloppe sociale, oui, hein, mais est-ce que cette enveloppe, c'est celle que vous considérez obtenir en rendant obligatoire, entre guillemets, l'exonération de taxes foncières pour les logements sociaux qui font l'objet de rénovation? Je précise que vous laissez la possibilité aux communes de délibérer contre cette exonération, mais vous inversez la règle. C'est-à-dire qu'avant, on donnait le droit à la commune de délibérer pour accorder une exonération. Désormais, l'exonération est de droit, et si la
commune ou l'interco ne veut pas, elle va devoir délibérer. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et il me semble pas que cette mesure ait été concertée avec les associations de collectivités, enfin qu'elles l'ont découverte dans le PLF. Mais donc, est-ce que c'est 1,2 milliard, c'est uniquement ça, ou est-ce que vous avez d'autres enveloppes de crédit, ou est-ce que vous comptez nous en déposer des nouvelles par amendement au cours de la lecture du PLF? Merci Christine. Thierry Cozic, puis Jean-Marie Mizeau. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci pour la clarté et les perspectives volontaristes que vous nous donnez. Moi, j'aimerais, si vous me le permettez, replacer le débat sur la focale, mettre la focale sur un focus sur le financement du parc locatif social. Les difficultés aujourd'hui sur le marché locatif privé viennent allonger la liste d'attente pour un logement social, alors même que 70% de la population est aujourd'hui éligible. En un an, 100 000 nouvelles demandes ont été déposées, ce qui porte à 2,3 millions le nombre total de ménages qui sont en attente aujourd'hui d'un logement social. Et paradoxalement, dans le même temps, la production de logements sociaux diminue avec moins de 100 000 agréments en 2022, alors que 120 000 étaient prévus. Vous le savez, la baisse des moyens des organismes HLM impacte nécessairement la production de logements. Et je voudrais revenir, même si vous n'étiez pas en responsabilité, mais la puissance publique que vous représentez aujourd'hui, je crois, a aussi une grande part de responsabilité. Notamment, je voudrais revenir sur la baisse des APL, qui ont eu des effets négatifs et qui ont obligé les bailleurs à réduire leur loyer et, de fait, leurs recettes au détriment de leur capacité d'investissement et de construction. Donc, pour pallier les carences de l'État, un certain nombre de collectivités territoriales se sont organisées. Je vais citer un cas que je connais bien dans le département de la Sarthe, qui est la métropole Le Mans Métropole, qui a pris des mesures importantes en débloquant un fonds d'aide exceptionnel doté de 6 millions d'euros pour 2023 et 2024, qui vise à débloquer plus de 400 logements pour leur permettre de sortir de terre. Est-ce que vous pouvez, ça se termine, j'en viens à ma question, Monsieur le Ministre, est-ce que vous pouvez nous présenter clairement les mesures financières que vous pourriez mettre en œuvre afin que les collectivités ne se retrouvent pas en première ligne pour pallier les carences de l'État en matière de logement social? Merci Thierry. Jean-Marie Mizeau, puis Stéphane Sautarel. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la question que je voulais vous poser et que je vais vous poser concerne le prêt à taux zéro. Il est déjà intervenu à plusieurs reprises et la réponse que vous en avez faite à Monsieur le rapporteur général ne m'a pas satisfaite. Donc je la repose. Vous avez évoqué tout à l'heure le prêt à taux zéro en évoquant une zone resserrée, une zone géographique resserrée. Ça interpelle parce que c'est très discriminant. Et je voulais vous savoir si vous tiendrez compte des zones frontalières qui ne sont plus, depuis l'ouverture de l'Europe et singulièrement depuis Schengen, des zones de Finistère. Et parfois, ces zones sont voisins d'un pays où le PIB par habitant est le plus élevé au monde. Je parle en particulier du Luxembourg. Là aussi, il y a des problèmes de tension pour les acquéreurs, ce qui pose de sérieuses difficultés pour les gens concernés. Merci. Merci Jean-Marie. Stéphane Sautarel, puis Grégory Blanc. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. En essayant d'être synthétique, trois constats, trois questions néanmoins et une remarque. Les constats, c'est malgré tout aujourd'hui la situation des propriétaires, la situation des propriétaires fonciers qui globalement sont les victimes de la fiscalité et de l'accroissement des normes depuis 6 ans. Et donc on constate aujourd'hui leur désengagement assez large, ce qui ne manque pas de poser des difficultés. Deuxième élément, c'est la définition du logement social. Vous l'avez dit vous-même, quand on sait qu'aujourd'hui pratiquement 70% de nos concitoyens peuvent accéder au logement social, on s'interroge sur cette définition du logement social. Troisième remarque sur le lien emploi-logement et Covid, et qui fera le lien avec mes questions, en particulier sur le milieu rural. Puisqu'en milieu rural, le lien emploi-logement est évident et avec une grande proximité et très peu de mobilité. Et le Covid a redonné un peu d'espoir et d'attractivité à nos territoires ruraux. Or, que constate-t-on, et ce sont mes 3 questions, le ZAN, je reprends la question de mon voisin, qui aujourd'hui, au-delà des aspects financiers sur le coût d'accès à la propriété,
pose un problème simplement d'autorisation, d'urbanisme, et va le poser encore davantage demain. Quand on ajoute ça au PLUI, à la loi montagne et à la lecture extensive que certains peuvent faire de la loi montagne, on s'interroge sur la réelle capacité à construire et à accueillir sur nos territoires ruraux ou à garder la population. Deuxième question, moi, ce qui est très ouverte, c'est sur l'innovation sur le logement. Je m'interroge si on est à la veille d'une grande loi, notamment sur les questions de portage de logements pour favoriser l'accès à la propriété. Et enfin, une troisième question, c'est une accélération. Que penseriez-vous d'une accélération de l'indivision successorale? J'ai, pour ma part, commis une PPL sur ce sujet-là qui me paraîtrait pouvoir régler un certain nombre de questions et libérer du foncier. Merci. Merci Stéphane. Grégory Blanc, puis Rémi Féraud. Oui, monsieur le ministre, par avance, je vous prie de m'excuser. Je vais devoir aller en séance, donc je vais poser la question. Peut-être n'aurai-je pas le plaisir d'écouter votre réponse, mais mes collègues vous la verrez ensuite, vous pourrez la revoir. Exactement. Deux questions synthétiques. La première sur les exonérations de taxes foncières, la deuxième sur le ZAN. Sur les exonérations de taxes foncières, les communes de banlieue avec QPV, vous l'avez souligné, sont celles qui concentrent le plus souvent les précarités, à la fois dans le parc social, mais très souvent aussi dans le parc privé qui lui est adjacent. On a, je prends ma commune, 42% de logements sociaux, exonération de taxes foncières 1,7 million d'euros, non compensée, puisque la compensation est de 168 000 euros pour un budget de fonctionnement de 18 millions d'euros. C'est le cas de toutes les communes de banlieue. Or, pour rendre attractif le parc privé, il faut aussi avoir un environnement qui permette effectivement de rendre ce parc privé attractif, et c'est le rôle de la puissance publique communale. Donc, dans ce projet de loi, comment comptez-vous effectivement, dès à présent, mais peut-être de manière pluriannuelle, discuter avec Bercy pour que les exonérations de taxes foncières puissent se faire comme elles devraient se faire? Je le dis parce que il va être soumis à notre discussion dans le premier volet de la loi de finances une exonération pour les bailleurs sociaux qui s'engageraient dans de la rénovation thermique et une prolongation de 25 ans. Quid de la compensation? Ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, sur le ZAN, vous avez évoqué, et je termine, Monsieur le Président, le plan assez novateur pour les zones commerciales, où on s'engage dans le cadre d'une expérimentation et vers la déspécialisation qui... si on ne repense pas notre façon d'aménager le territoire, effectivement, on ne pourra pas mettre le ZAN en place. Ça ne passera pas. Ma question est la suivante. Comptez-vous avoir des expérimentations aussi pour les zones économiques de nos territoires? Merci Grégory. Nous passons à Rémi Féraud. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre. Le rapporteur général n'a pas empiété sur ma question, mais il l'a devancée. Donc je ne vais pas la répéter sur la fiscalité des différentes formes de location et notamment des meublés touristiques. Simplement, laissez-moi dire, nous avons vu votre volontarisme, Monsieur le Ministre, dans votre interview au Monde. Je crois que c'était au début du mois d'octobre. Nous voyons une forme de procrastination du gouvernement dans son ensemble qui renvoie à plus tard. La crise du logement, elle va vite, elle continue. J'espère que nous pourrons vous aider à avancer vraiment et avancer le plus vite possible dans la discussion budgétaire au Sénat, ensemble, parce que cette question qui concernait particulièrement le territoire parisien touche aujourd'hui l'ensemble du territoire national et frappe très durement certaines régions touristiques. Donc j'espère que nous pourrons avancer vite. Merci Rémi. Marie-Claire Carrère-Roger, puis Jean-Raymond Hugonet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très rapidement, en 2017, le gouvernement a bousculé la fiscalité relative des revenus du capital et de l'investissement locatif avec la flat tax. Est-ce que vous envisagez de revenir sur ce choix qui a été fondamental en 2017? Une deuxième question, je suis sénatrice zone Abyss, donc heureuse bénéficiaire du recentrage à Paris, du recentrage du PTZ. Sauf erreur de ma part, le plafond PTZ, le PTZ à Paris ou à Boulogne, chez ma voisine, c'est uniquement du neuf. À Paris, ça restera. Il y a peut-être des millions de gens qui sont potentiellement bénéficiaires, mais le neuf, il n'y en a pas beaucoup. Et le plafond
pour un studio, si j'ai bien compris, sauf erreur de ma part, là encore, c'est 150 000 euros. Donc, 150 000 euros dans le neuf à Paris. Déjà, j'ai cherché dans l'ancien, au-dessus de 15 mètres carrés, j'ai trouvé 20 appartes. Mais dans le neuf, il y en a 0. Hein. Donc, je ne sais pas quelle est à qui ça s'adresse vraiment. Merci beaucoup. Merci, Marie-Claire. Jean-Raymond Hugonet, puis Christian Klinger. Merci, Président. Bonjour, Monsieur le Ministre. On en a pris l'habitude maintenant, dès qu'un sujet majeur ou un problème majeur arrive, on entend parler d'un grand plan et généralement on est déçu. Et c'est encore une fois pas votre volonté et votre capacité, votre énergie qui est en cause, mais on est déçu et ces grands plans accouchent de mesures techniques pour lesquelles d'ailleurs les professionnels, j'ai eu l'occasion de discuter longuement la semaine dernière avec Véronique Bédag, qui construit, elle, sont généralement également critiques. Et on a l'impression vraiment de deux mondes qui ne se parlent pas forcément, ou en tout cas, quand ils se parlent, ne s'entendent pas. Alors, par rapport à cette remarque, je voulais rebondir sur une seconde remarque de notre collègue Didier Rambaud. Je ne partage pas, bien évidemment, sa vision de la loi SRU, mais lui dire que ce genre de situation kafkaïenne qu'il connaît et qui est une des hérésies de la loi SRU, eh bien, est partagée dans nombre de départements, en tout cas dans le mien, on a quelques caricatures aussi. Ma question est la suivante. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre propos introductif de débat avec les collectivités sur l'aide à la pierre notamment. Donc le débat avec les collectivités, jusqu'ici, vous en avez parlé aussi, il était dans le rapport des contrats de mixité sociale sur lesquels notre collègue et ami Dominique Estrosi-Sassone a été particulièrement allante ici au Sénat. On a vu pousser quelque chose début octobre, poussé par Madame la Première ministre, sur les contrats territoriaux qui visent cette fois-ci les intercommunalités. Alors, Monsieur le ministre, il est très clair, avec pour corollaire des courriers de notre préfet, je ne sais pas si dans les autres départements ça a été la même chose, mais un préfet vous écrivant le 15 octobre avec une réponse souhaitée pour le 19 octobre pour l'engagement des intercommunalités. Juste vous dire, Monsieur le ministre, que dans ce pays et ici au Sénat, les seules collectivités de plein exercice sont les communes. Les intercommunalités ne le sont pas et j'ai entendu parler de PLUI. Oui, il y a des PLUI, et là où les collectivités veulent faire des PLUI, elles le font, et c'est très bien. Mais ce n'est pas encore la norme dans notre pays. Voilà pourquoi j'aimerais vous entendre sur ces contrats territoriaux. Merci Jean-Raymond. Christian Klinger, puis Frédéric Espagnac. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question sera très brève, puisqu'elle a déjà été, on va dire, abordée par un certain nombre de collègues. Quand allez-vous revoir le statut fiscal des bailleurs privés ? C'est le seul moyen pour faire revenir les investissements privés dans la construction. Beaucoup de personnes privées n'iront plus ou ne vont pas aller dans ce type d'investissement. La rentabilité est trop faible. Si demain vous l'adaptez au statut du LMNP, je suis certain que le lendemain, vous avez la construction qui repart avec certainement 2 chiffres. Merci. Mais vous aurez des problèmes avec votre collègue de Bercy. Merci, Christian, de faire les questions et les réponses. Frédéric Espagnac, puis Laurent Saumon. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, merci. Juste d'abord peut-être par vous remercier, puisque... Excusez-moi, Monsieur le Ministre. Donc vous remercier puisque vous étiez venu fin août à Bunus, dans le Pays Basque, suite au lendemain de votre prise de fonction. Vous étiez engagé sur... notamment l'acceptation de la demande de l'agglo au Pays Basque sur l'encadrement des loyers. Vous avez fait donc une annonce ces derniers jours, donc je tenais à vous remercier pour avoir tenu parole et engagement rapide. Le deuxième, évidemment, je faisais partie de la commission qui avait été mise en place par votre prédécesseur sur l'attrition des logements en zone tendue. Vous savez à quel point cette situation est urgente. Nous avons évoqué les uns et les autres le littoral, la montagne, et même en montagne, il faut gérer l'activité économique station de ski, mais aussi veiller au logement des autochtones. Donc nous en parlerons avec l'ANEM et avec les autres associations. L'urgence, évidemment, sur la loi Ignaque-Etchanis, vous autoriserez des Pyrénées-Atlantiques, et Anne Glemer, évidemment, et je sais à quel point vous travaillez avec eux. Un autre sujet, puisque en complément, vous savez à quel point
Le littoral atlantique aujourd'hui est prisé, notamment la côte basque, et on a aussi sur la question de la vente et des plus-values une transformation régulière des résidences secondaires en résidences principales pour éviter évidemment cette taxation. Et donc il y a urgence, puisque là aussi les conséquences, ne serait-ce que pour les collectivités avec le prix des domaines et autres, sont majeures. Et donc c'est en ça que nous avons aussi besoin de mesures sur ce sujet-là. Merci. Merci Frédéric. Laurent Saumon. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, l'année dernière, 150 000 postes étaient ouverts pour les saisonniers et seulement 50% ont pu trouver un logement. Bien sûr, c'est corrélé avec la régulation des logements touristiques. Quelles sont les mesures que le gouvernement envisage de prendre, ou en tout cas les pistes de réflexion qu'il a, à la fois sur cette régulation du logement touristique et les mesures pour atténuer, je dirais, les locations courte durée qui rendent beaucoup plus cher le logement, et comment résoudre le problème du logement des saisonniers. Et deuxième point, on observe dans les territoires beaucoup de difficultés avec l'ANA pour les financements des rénovations, et notamment des rénovations lourdes pour les personnes très précaires. Quelles mesures pensez-vous prendre pour accélérer ces circuits d'instruction et surtout de financement? Merci Laurent. Nous en avons terminé avec les questions et je remercie les 3 ou 4 qui n'en ont pas posé. Ça vous permettra, Monsieur le Ministre, de disposer d'un peu plus de temps pour répondre à l'ensemble de ces 16 questions. Merci. En tout cas, une remarque globale. L'ensemble de vos interventions montre, je trouve, la diversité des situations du logement sur les différents territoires que vous représentez et montre à quel point la décentralisation de la politique du logement et la différenciation de l'action de l'État en fonction de territoires est vitale. Et tout à l'heure, quand j'évoquais la loi logement, si je l'ai qualifiée de grande, veuillez me pardonner, elle ne sera pas plus grande que les autres. Ce que je voulais dire simplement, c'est parce que j'avais repris l'expression du président de la République, c'était l'idée d'une loi logement justement qui doit repenser ça comme ça et qui doit repenser cette réalité d'aujourd'hui qui fait que la politique du logement par territoire, elle doit être maintenant très fortement différenciée. Et ça, je pense que vos interventions successives me l'ont encore plus prouvé. Je reviens sur vos questions. La première sur le ZAN. Tout à l'heure, je l'évoquais. Quand on évoquait les différentes crises dans lesquelles on se situe aujourd'hui, il y a certes une crise de la production, il y a aussi une crise environnementale, indéniable. Je ne vais pas ici faire un speech sur le ZAN, vous l'avez déjà fait maintes fois. La France a consommé de manière excessive le foncier, vous le savez, largement plus que nos voisins aujourd'hui. Et la question du nouveau modèle de développement territorial qu'on doit, qui ne peut plus être celui du passé. Nous ne pouvons plus continuer à consommer le foncier comme nous l'avons fait au cours des 50 dernières années. Nous ne pouvons plus. Nous avons une urgence environnementale devant nous qui nécessite de repenser notre modèle de développement territorial. Et c'est la raison pour laquelle je disais aujourd'hui, les outils ne sont plus adaptés. Parce que nos outils d'aujourd'hui de la politique du logement correspondent à ce modèle de développement territorial ancien, qui est un modèle de consommation foncière. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de la loi logement, ce qu'on doit faire ensemble, parce que vous jouerez un rôle clé dans cette loi logement-là, c'est comment on repense justement nos outils de la politique du logement pour correspondre à ces nouveaux enjeux. Comment on réussit à faire émerger. Je donne qu'un exemple. Vous avez aujourd'hui des territoires qui connaissent de très fortes vacances de logement. Aujourd'hui, nous n'avons pas de bons outils adaptés pour répondre à ces enjeux aujourd'hui. Et ça existe dans les petites villes, ça existe dans les villes moyennes, ça existe dans la ruralité. Aujourd'hui, on a des réalités de vacances, on a des réalités de dents creuses. Quand on analyse aujourd'hui les outils dont nous disposons pour aborder ces sujets-là, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas. Les outils que nous avons ont privilégié par le passé du développement du neuf à côté de la vacance. Et donc aujourd'hui, comme on doit changer notre modèle de développement territorial, mais qu'on a des outils de l'ancien monde, j'ai envie de dire presque, eh bien ça va pas. Ça va pas. Et du coup, la tentation, c'est de dire, mais remettons ces outils-là, mais ces outils-là ne correspondent plus à cette multicrise. Donc il y a des nouveaux outils à inventer. Il ne s'agit pas d'opposer en fait la ruralité à la ville, il ne s'agit pas d'opposer les petites villes aux métropoles. Il y a des réalités diverses qui nécessitent des outils divers.
là où il faudra mettre l'accent sur le recyclage foncier, là où il faudra mettre l'accent sur la capacité à regagner de la vacance, de l'autre côté, il faudra privilégier le neuf. Et effectivement, du coup, à Paris, oui, le PTZ, il est sur le neuf, parce qu'à Paris, ce dont on a besoin, c'est du neuf. Et là où le PTZ est dans l'ancien sur la rénovation, oui, exactement, il y a des enjeux financiers derrière tout ça, vous avez raison. Et donc, il faut qu'on repense nos outils de la politique du logement, y compris nos outils financiers, pour pouvoir, vous avez raison, faire ça, c'est plus cher, c'est plus complexe, ça demande plus d'ingénierie, et aujourd'hui, on ne l'a pas. Et donc, ce qu'on va devoir réussir à construire ensemble, c'est ces outils-là qui correspondent à cette réalité du nouveau modèle de développement territorial. Donc je partage complètement ce que vous avez dit. Les outils n'existent pas aujourd'hui, il faut les inventer. Le fonds Friche est un début. Le fonds Friche est un début. Je trouve qu'il imprime une nouvelle façon, effectivement, d'aborder le modèle de développement territorial. Moi, je me réjouis, je suis aussi élu local à un moment donné, et ça a correspondu à un certain nombre d'enjeux. La sortie des passoires thermiques, juste un mot. On parle de 673 000 logements du parc locatif privé aujourd'hui qui sont en G, dont 133 000 logements de ce parc privé qui sont aujourd'hui en G+, c'est-à-dire déjà, entre guillemets, interdits. Ils sont encore loués d'ailleurs parce que vous connaissez le système. Ce n'est pas une interdiction de location, c'est une évolution des critères de la décence qui permet aux locataires d'attaquer en justice le propriétaire. Donc c'est beaucoup plus subtil. Oui, mais de fait, ils sont encore loués. Et ça ne commence qu'à la relocation. Et donc aujourd'hui, la majorité de ces logements aujourd'hui n'ont pas encore été reloués. Et donc effectivement, c'est pour ça encore qu'ils sont encore... Aujourd'hui, ce que je dis par rapport à cette sortie des passoires, c'est que nous ne voulons pas la sortie de ces passoires. Personne ne souhaite la sortie de ces passoires thermiques. Mais nous voulons, avec les professionnels de l'immobilier, que les travaux se fassent. Y a-t-il besoin de travaux de copropriété pour les logements en G loués aujourd'hui ou pas ? Est-ce qu'il y a besoin de travaux de copropriété ? S'il y a besoin de travaux de copropriété, effectivement, le calendrier du 1er janvier 2025 sera sans doute difficile à tenir. Faut-il encore que la copropriété soit d'accord pour le faire ? Mais les premiers chiffres qui me remontent, c'est que 90% des logements concernés ne nécessitent pas de travaux de copropriété pour passer de G en F. Et des travaux qui ne nécessitent pas des travaux de copropriété, ça peut être fait. Ça peut être fait. Nous avons renforcé le dispositif MaPrimeRénov' qui s'adresse aux bailleurs. Nous avons permis mon accompagnateur Rénov' qui permet d'accompagner sur les dossiers administratifs, etc. Je suis d'accord, et plusieurs d'entre vous l'ont dit, c'est encore complexe. Je suis d'accord. Moi, je trouve aussi que c'est complexe. Je n'arrête pas de le dire à mon cabinet, c'est pour ça que je l'ai aussi regardé. Je trouve que les dispositifs aujourd'hui, c'est encore complexe autour des aides de l'ANA. Je vais vous illustrer. Je suis allé à Lille à un moment donné pour justement montrer une opération exemplaire de rénovation. Le propriétaire a été interrogé. Le premier mot on lui a dit alors ça s'est passé comment ? Le premier mot qu'il a dit c'est compliqué. Et pourtant c'était exemplaire. Il était du monde du bâtiment, etc. Donc nous travaillons, et je veux que nous travaillions encore à la simplification de ces choses, renforcer la formation des accompagnateurs, renforcer aussi le nombre d'accompagnateurs. Moi à Dunkerque, parce qu'il y a aussi quelques fonctions là-bas, j'ai eu du mal à recruter mes diagnostiqueurs, que je fournis gratuitement à la population. La communauté urbaine de Dunkerque fournit gratuitement à la population des diagnostiqueurs. J'ai eu du mal à les recruter. Donc il y a aussi des problèmes de recrutement dans ces accompagnateurs. On doit pouvoir faire mieux sur l'accompagnement. Mais ce que je veux simplement dire, c'est aujourd'hui, fixons-nous collectivement un objectif, essayons d'accompagner au mieux ces propriétaires bailleurs, financièrement et en termes d'accompagnement technique et accompagnement administratif pour qu'ils fassent les travaux. Et surtout, à 1 an et 2 mois du gong, ne disons pas trop vite, allez, on laisse tomber 2025, on reporte en 2028, parce que je vous fais le pari qu'en 2027, on se retrouve tous au même endroit et les travaux auront été faits de la même manière et on se posera toujours la même question. Donc je voudrais sur les passoires thermiques qu'on reste encore dans une logique de faire, et on fera le point à un moment donné, on fera le point, mais on est dans une logique de faire, on pousse à faire. D'ailleurs, je travaille avec les professionnels de l'immobilier justement pour que l'AFNAIM, l'UNIS, etc., puissent davantage avoir une plus-value sur cet accompagnement, mais je continue à être volontariste sur cette question. Sur le coefficient de pondération... Ah, du DPE, pardon, oui, je l'avais noté après. Alors, sur le DPE, je partage avec vous l'idée que sur les petites surfaces, nous devons continuer à travailler. Alors,
avec Christophe Béchu, on travaille sur l'évolution du DPE. Il y a une réunion d'ailleurs ce soir sur cette question. Je pense que c'est sur les petites surfaces qu'on peut essayer d'améliorer les choses. Je pense qu'il ne faut pas remettre tout le dispositif en cause, parce que certains ont la tentation de tout remettre en cause. Mais par contre, je suis d'accord avec vous, nous cherchons à faire évoluer le dispositif sur les petites surfaces, où je pense qu'il y a un problème. Donc je reconnais ce que vous avez évoqué. Sur le prêt à taux zéro, deux remarques ont été faites. Je voulais juste revenir sur le pourcentage qui a été donné, parce que 6 millions, c'est le nombre d'éligibles. Mais si on prend le nombre de ventes, en fait, on a 350 000 ventes aujourd'hui en France, dont 120 000 en bloc, ce qui fait 230 000 ventes. Sur ces 230 000 ventes, 40 000 PTZ ou 45 000 PTZ, ça représente autour de 18-20%, ce qui me semble être pas si mal. Et quant au PTZ sur Paris, simplement une chose. D'abord, le PTZ, il n'a pas vocation à couvrir la totalité du prêt. C'est un avantage. Et sur Paris, c'est un avantage à peu près de 20 000 € dans l'acquisition. Donc, le PTZ, il peut être complété par un autre prêt. Et vous n'avez pas besoin le plafond, c'est le plafond du PTZ, ce n'est pas le plafond de l'acquisition. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci par rapport au PTZ, qui aujourd'hui, mais je le rappelle, n'a jamais été aussi incitatif. Avec des taux à 4,2%, un prêt à taux zéro, aujourd'hui, c'est une aubaine exceptionnelle. Quand on avait du 1,2%, le prêt à taux zéro, finalement, n'était pas si bénéfique que ça. Aujourd'hui, vous avez un prêt à taux zéro à 4,2 qui est très bénéfique. Donc c'est la raison pour laquelle il est largement renforcé. Les mesures de la loi TEPA, globalement, les retours qu'il y en a, c'est pour ça que d'ailleurs que la mesure a été finalement arrêtée, c'est qu'elle est finalement assez chère, avec un impact qui n'a pas été du tout à la hauteur du coût. Et c'est vrai que c'est une mesure particulièrement onéreuse. Alors vous l'avez évoqué sur le resserrage, et le recentrage, pardon, et autres. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les retours sont plutôt assez négatifs. Ça n'a pas produit en fait plus pour le logement. Ça a été une aubaine en termes de pouvoir d'achat, mais pas forcément en fait ça n'a pas forcément généré plus de production de logements que ça. En tout cas, c'est les premières études d'impact là-dessus. Sur la loi SRU, la moitié des logements sociaux produits aujourd'hui vient de la loi SRU. Voilà. Donc la loi SRU aujourd'hui a un impact énorme sur la production de logements sociaux. Et si nous n'avions pas la loi SRU aujourd'hui, je pense qu'on serait en très grande difficulté sur la production de logements sociaux. Donc la loi SRU, elle est un élément essentiel de la production de logements sociaux aujourd'hui, 1 sur 2. Je crois que c'est 43% pour l'année passée, mais c'est 1 sur 2 en moyenne si on prend les dernières années. Donc c'est un élément essentiel. Vous savez tous, j'étais le conseiller de Claude Bartolone qui a coécrit cet article 55 de la loi SRU en son temps. Vous le savez, je ne vais pas le cacher, je tiens beaucoup à cette loi. Je trouve qu'elle a non seulement des vertus en termes de production de logement social, mais elle a également des vertus qui nous permettent de rééquilibrer à l'échelle de l'agglomération. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Et chacun d'entre nous, pour des raisons diverses, je pourrais même le dire moi sur Dunkerque, chacun d'entre nous aurait probablement des raisons d'y retoucher. Mais j'ai plutôt envie de la défendre. J'ai plutôt envie de la défendre parce qu'elle est tellement structurante pour le logement social aujourd'hui en France, elle est tellement importante aujourd'hui pour le rééquilibrage de la production de logements sociaux, que y toucher, c'est ouvrir une boîte de Pandore qui me semble dangereuse si on veut pouvoir continuer demain, au moment de la crise de la production. Si on touche en plus à cette loi-là demain, je pense que ça peut avoir des conséquences très néfastes. Est-ce qu'il faut améliorer des choses? Sans doute, peut-être, on peut toujours améliorer des choses, mais je voudrais d'abord commencer par la défendre et par dire à quel point elle est importante pour nous aujourd'hui. Est-ce que les logements étudiants sont dans le quota SRU? La réponse est oui, les logements étudiants sont dans le quota SRU aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'avais une autre question sur les SRU, que je vais sans doute y revenir plus tard, je suis désolé, j'ai perdu le fil. Sur la question de l'inquiétude des promoteurs, et sur le Pinel et l'après-Pinel. Je l'ai dit tout à l'heure, cette crise de la production de logements, on l'a vu arriver. On l'a vu arriver quand, dans les métropoles, on s'est aperçu que 70%, 80% finissaient par être des logements dispositifs d'aide fiscale d'investissement locatif.
On a compris à ce moment-là que les prix immobiliers avaient décroché de la capacité pour accéder de nos concitoyens et que finalement, on était à travers un dispositif d'aide fiscale en train de doper la demande et donc de doper artificiellement les prix. On l'a vu arriver, ça. Le Pinel, quelque part, a permis de retarder l'échéance et a permis de rajouter cette couche de croissance des prix immobiliers et donc des prix fonciers qui fait qu'aujourd'hui, on est encore plus haut dans la crise. Et ça, on l'a bien vu arriver. Et donc, on pourrait répondre en disant finalement, on en remet encore un. On en remet encore un, encore plus, parce qu'il va falloir monter les prix là maintenant, parce qu'avec les taux d'intérêt, là, l'accession est encore plus en panne. Et on va remonter comme ça les prix immobiliers et continuer à doper artificiellement la demande sur la base d'une stratégie fiscale. Mais où on va après? Où on va après? C'est-à-dire, est-ce que le moment n'est pas de s'interroger sur ces boosters un peu artificiels de la demande et à un moment donné de faire reposer la politique du logement sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus stables? Parce que quand on est à 70% ou 80% en métropole fondée sur du dispositif d'aide fiscale, il y a quelque chose qui ne va plus dans le pays. Quand on a 178% de croissance des prix immobiliers, plus de 200% dans le centre-ville des grandes villes, et que le pouvoir d'achat immobilier des ménages a totalement décroché, quand vous regardez la croissance des deux, c'est totalement décroché, on s'expose effectivement à un risque sur le taux d'intérêt, et une simple remontée du taux d'intérêt à un moment donné, voilà, on est dans le système et la crise est totale. Et donc, je pense, oui, il faut inventer des choses. Et j'ai effectivement essayé. Je ne crois pas au dispositif unique magique. Je crois qu'il faut retravailler l'ensemble de la demande. C'est pour ça que j'ai parlé logement locatif social, j'ai parlé investissement locatif, j'ai parlé accession à la propriété, j'ai évoqué la question du foncier aujourd'hui qui est une question centrale, on l'a peu évoquée. J'ai évoqué la question du logement locatif intermédiaire. Je pense qu'il faut travailler sur l'ensemble aujourd'hui des éléments de la demande, sans doute travailler à des choses qui seront provisoires, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui l'effondrement de l'appareil de production. Ce serait trop dangereux pour notre pays, parce qu'on mettrait 10 ans à le reconstruire, cet appareil de production. Et en même temps, il faut assainir les prix immobiliers qui sont aujourd'hui délirants et qui, en tout cas, ne correspondent plus au pouvoir d'achat immobilier des ménages et qui ont exclu de l'accession à la propriété une grande partie de nos concitoyens. Et donc, si on veut, à un moment donné, recalibrer et remettre les prix à la bonne hauteur, il nous faut être suffisamment fin, j'ai envie de dire, dans nos aides et en accompagnement de cette crise pour ne pas utiliser les remèdes d'avant qui n'ont fait qu'amplifier la crise d'aujourd'hui, finalement, et retarder les choses. C'est-à-dire redonner à nos successeurs, finalement, la crise encore plus importante du logement dans 2 ou 3 ans. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que vous souhaitez collectivement, et c'est ce à quoi j'essaie de m'attacher. Je continue sur les rénovations thermiques dans le logement locatif social. Les 1,2 milliard, c'est donc un fonds d'aide directe apporté par l'État aux bailleurs sociaux pour accompagner la rénovation énergétique des logements locatifs sociaux. Voilà. Sur l'exode TFPB, oui, on a inversé la charge de la preuve, mais les communes ont toujours la possibilité de s'en extraire si elles le souhaitent. Sur le parc social, on m'a posé aussi la question des collectivités locales. Alors, d'abord, oui, le parc social, et c'est une nouveauté de cette crise, le secteur du logement locatif social, c'est une nouveauté de cette crise, n'est plus contracyclique mais procyclique. Jusqu'à présent, le logement social a servi d'amortisseur aux crises. Parce que les bailleurs sociaux avaient leur propre capacité de production de logements, parce que l'équilibre des opérations n'était pas forcément reposé forcément sur beaucoup de ventes HLM. Aujourd'hui, avec plus de ventes dans l'équilibre des opérations et avec 50% en VFA, le secteur du logement social est aujourd'hui procyclique. C'est-à-dire que quand le privé est en crise, le logement social est en crise aussi. Ça, c'est une nouveauté de cette crise, qui vient de l'évolution, en fait, de la production du logement social en France. Et donc, effectivement, la crise est double. Il n'y a pas l'effet contracyclique naturel d'un secteur qui pourrait être autonome du privé. Et donc, effectivement, moins de production de logement social, augmentation du nombre de demandeurs. Je mets juste un bémol. Je ne sais plus qui l'a évoqué. 2,3 millions de demandeurs. 800 000 sont déjà dans le parc locatif social.
ce qui pose aussi une question de mobilité à l'intérieur du parc social qui est devenue absolument essentielle et qui pose la question de la sous-occupation des grands logements, qui pose beaucoup de questions derrière cette question de la mobilité, de l'accompagnement de la mobilité. Il y a des bailleurs sociaux exemplaires pour accompagner la mobilité. Il y en a qui le sont moins aujourd'hui. Et je l'ai dit dans mon discours du congrès HLM, il est important aussi que chez les bailleurs sociaux, on s'appuie sur les bonnes pratiques pour améliorer la mobilité à l'intérieur du parc. Si on veut faire baisser le nombre de demandeurs, il y a un tiers des demandeurs qui sont liés à la mobilité interne, quand même. Et un tiers, c'est beaucoup. Et donc je pense qu'effectivement, il faut aussi l'entendre. Néanmoins, la production de logement social est un enjeu. La question des collectivités locales aujourd'hui, je crois que ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous. Ça doit être un sujet de la décentralisation de la politique du logement. Ça doit être un sujet. Est-ce que les collectivités locales aujourd'hui n'ont pas un rôle plus important à jouer en matière de production de logement social ? Je pose la question aujourd'hui. Alors ça pose la question de la ressource. On est d'accord. Je pense qu'aujourd'hui les collectivités sont mieux placées, mais évidemment il y a la question de la ressource. Et donc c'est sans doute cette question de la ressource qui doit arriver dans la loi de la décentralisation. Qu'est-ce qu'on donne comme ressources aux collectivités locales pour assurer cette compétence de la décentralisation? Mais est-ce que si on trouve cette nouvelle ressource et si on est d'accord collectivement au niveau du Parlement pour donner une ressource qui correspond à cette nouvelle politique, eh bien c'est pas à elle justement d'assumer aussi une part de la production de logement social. Quand on parlait du FNAP tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi ça cette idée derrière? Le prêt à taux zéro sur les territoires transfrontaliers, est-ce qu'on intègre ce périmètre dans l'intention? Oui. Oui, oui. Et d'ailleurs, vous avez vu, on a fait un décret pour modifier les périmètres liés à la tension et évidemment la question du transfrontalier, des territoires transfrontaliers en tension, c'est bien intégré. On le sait d'ailleurs particulièrement bien dans le Genevois français, mais il n'y a pas que là et effectivement c'est bien intégré. Des innovations pour accéder à la propriété, oui. Alors le bail réel solidaire a été innovation, une innovation qui venait d'ailleurs des notaires. J'avais proposé d'ailleurs un modèle un peu original également. J'avais proposé à Bruno Le Maire. C'est, je crois, dans le système suisse aujourd'hui. Vous pouvez imaginer finalement sur les murs un prêt à 25 ans et sur le foncier un prêt à durée infinie, qui n'est pas possible aujourd'hui dans notre législation bancaire. Mais je crois que d'autres pays le font, ce qui permet de diminuer finalement assez fortement la mensualité de l'accession à la propriété. Et finalement, vous êtes réellement accédant. C'est encore mieux que le bail réel et solidaire parce que vous possédez le foncier. Simplement, vous ne remboursez pas le capital sur le foncier. Et j'avais proposé ça. Bon, je crois que ça restera dans les cartons des innovations possibles un jour. Néanmoins, je voulais vous le dire. Donc, effectivement, trouver des innovations financières pour accompagner l'accession à la propriété de nos concitoyens, je pense qu'effectivement, on doit continuer à y réfléchir. Et je suis évidemment preneur de toutes les idées. La compensation de la TFPB. Est-ce qu'on aura le même type d'expérimentation dans les zones d'activité économique que dans les zones commerciales? C'est mon souhait, effectivement, de continuer à travailler. Je pense qu'il faut repenser la mixité fonctionnelle à l'échelle de la ville et explorer tous les fonciers disponibles. Ah oui, j'en viens à la question des meublés touristiques et de la fiscalité sur les meublés touristiques. Bon, vous l'avez dit, je m'étais exprimé en effet dans Le Monde. Là-dessus, je pense qu'il y a deux choses à faire. D'abord, la question de la fiscalité ne réglera pas le problème et il faut qu'on en soit conscient. La fiscalité ne résoudra pas l'attractivité des meublés touristiques parce que la rentabilité de ce type d'opération est trop forte. Et donc même si on rééquilibre la fiscalité demain, on aura toujours une forte attractivité des meublés touristiques. Ça suppose donc qu'il faut faire émerger un outil de régulation publique. C'est-à-dire qu'il faut donner à nos communes la possibilité de pouvoir réguler le marché des meublés touristiques. Aujourd'hui, il existe la compensation. La compensation ne me semble pas aujourd'hui une mesure suffisante à la disposition de nos collectivités pour réguler un marché qui a besoin d'être régulé par nos maires. Et donc, j'ai rencontré effectivement Iñaki Echaniz et Anaïs Glemer récemment. Ils souhaitent porter à travers leur proposition de loi qui doit arriver à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, ils souhaitent proposer un nouvel outil de régulation à la disposition des communes. Du coup, ceux qui sont confrontés au problème pourront s'en saisir
Et les communes qui estiment qu'il n'y a pas à être régulés sur leur territoire parce que justement ils sont intéressés au développement de meublés touristiques, par exemple parce qu'il y aurait de la vacance, ben, ne l'utiliseront pas. Et donc ça permettra d'adapter effectivement la façon de travailler sur l'attractivité des meublés touristiques en fonction de la spécificité de la commune. Je crois fortement à cet outil de régulation qui irait plus loin effectivement que la compensation. Si je prends qu'un exemple, Saint-Malo, il y a un système de quotas qui a été mis en place. Je crains que malheureusement, finalement, le système aujourd'hui en place, le système législatif juridique, fera que la commune n'a sans doute pas appuyé, d'ailleurs ils sont attaqués en justice sur ce quota. Si demain nous arrivions à mettre en place ce dispositif qui permet par exemple aux communes de donner un agrément ou de mettre des quotas, eh bien là on aurait effectivement un outil qui permettrait de régler le problème des meublés touristiques. Ensuite viendrait la question de la fiscalité, qui me semble être, notamment pour les parlementaires, une question de justice fiscale. Et sur la question de la fiscalité, je veux dire, la question qui vous est posée en tant que parlementaire, c'est est-ce qu'il est juste que quelqu'un qui loue en meublé, touristique ou pas touristique d'ailleurs, ait 50% d'abattement, et que celui qui loue en location nue ait 30% d'abattement? C'est une question qui vous est posée en tant que parlementaire et qui me semble relever de la justice fiscale plus que de l'efficacité de la régulation. Et donc pour moi, je distingue deux temps. Quelque chose qui doit arriver, si possible, au premier trimestre 2024, qui est un outil de régulation supplémentaire pour nos collectivités pour arrêter, là où c'est nécessaire, le développement des meublés touristiques, pour celles qui le souhaitent. Et puis celles qui ne le souhaitent pas, OK. Et ensuite, à travers la mission parlementaire consacrée à la fiscalité locative, vous permettre un débat parlementaire sain et calme et à tête reposée sur qu'est-ce qui est juste en termes de fiscalité locative. Sur la question, je ne peux pas répondre à tout. Encore sur le grand plan qui accouche de mesures techniques. Je le redis, mais l'objectif de la loi logement du printemps 2024 n'est pas un grand plan qui accouche de mesures techniques. C'est vraiment pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est juste, j'insiste là-dessus peut-être un peu trop, mais c'est de se dire, nous n'avons plus aujourd'hui des outils de politique de logement qui correspondent au modèle de développement territorial nécessaire à nos territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Nous n'avons plus les bons outils. Ils ne correspondent pas. On l'évoquait tout à l'heure quand on évoquait le ZAN, l'impact, le besoin de nouveaux outils de recyclage foncier urbain, etc. Je pense que nous n'avons pas les bons outils. L'idée de la loi logement, ce n'est pas un grand plan qui accouche d'une souris. C'est l'idée de reposer la question de nos outils. De quoi avons-nous besoin dans les différents territoires aujourd'hui pour répondre à la question du logement? Et je pense aujourd'hui que les outils de la politique du logement ne correspondent plus à ces enjeux. Et vous l'avez très bien dit quand vous avez évoqué le ZAN tout à l'heure. Je pense qu'on a fait le ZAN, mais maintenant il faut faire les outils qui vont avec. Et il faut y répondre et qui correspondent à ce nouveau modèle. Donc c'est ça l'idée de la loi logement, c'est on réactualise, on révise, on refonde une politique du logement davantage adaptée à ce qu'a besoin le XXIe siècle. La question des conventions territorialisées versus les contrats de mixité sociale. Alors les contrats de mixité sociale, c'est pour les communes carencées dans la loi SRU. Les conventions territorialisées, c'est autre chose. Quand j'étais au congrès HLM, on m'a souvent posé la question, alors c'est quoi votre grand objectif national de nombre de logements sociaux qu'il faut faire, de nombre de logements qu'il faut construire, etc. Et j'avoue que j'ai toujours balayé d'un revers de main cette question du nombre de logements qu'il fallait construire à l'échelle nationale, parce que pour moi, la seule réalité est une réalité territoriale. C'est-à-dire qu'il y a des logements à construire à l'échelle d'un bassin d'habitat, il n'y a pas des logements à construire à l'échelle nationale. D'ailleurs, si on poussait le raisonnement jusqu'au bout, on a autant de ménages que de logements à l'échelle nationale, donc quelque part, on pourrait en conclure qu'on n'a pas besoin de logements. Demandez aux grandes métropoles ou aux zones touristiques ou dans un territoire comme Dunkerque en train de se réindustrialiser s'il n'y a pas besoin de logements, ça fera sourire. Donc on voit bien que raisonner à l'échelle nationale n'a plus de sens en termes de production de logements. Et donc j'ai renvoyé au territoire, avec un S, l'idée de prendre des engagements en termes de production de logements sociaux, en termes de rénovation de logements sociaux, en termes de présence de personnel de proximité, parce que je pense que c'est aussi important. Vous savez qu'il existe un décret gardien de Marie-Noëlle Lienemann qui dit que les bailleurs sociaux doivent mettre un gardien pour 100 logements. Il n'est pas effacé de notre législation aujourd'hui. Et donc on est en train de faire l'évaluation de l'application de ce décret gardien aujourd'hui. Donc pour les bailleurs sociaux qui ne respecteraient pas, quel engagement ils prennent de présence de personnel de proximité, ce qui me semble absolument essentiel, et d'engagement autour de la
mobilité, ce qu'on évoquait tout à l'heure quand je disais qu'il y avait 800 000 demandeurs du parc social aujourd'hui qui étaient à l'intérieur du parc. Donc quels engagements des bailleurs? Sur ces 4 points, l'idée c'était de renvoyer à des conventions territorialisées les engagements de l'État, des collectivités, donc effectivement intercommunalités qui portent l'aide à la pierre et autres, les communes, pas de souci, les communes peuvent être largement associées et signataires, et on demande aux intercommunalités aussi de prendre langue avec les communes, les bailleurs sociaux, Action Logement et la Caisse des dépôts si besoin. Et donc l'idée c'est de se dire, plutôt que de partir d'un grand objectif national, ce qu'avait fait par exemple Emmanuel Macron à un moment donné, il faut 120 000 logements sociaux à l'échelle nationale. Moi je préfère décliner ça sur les territoires et de dire, ben voilà, dans le territoire de la métropole dijonnaise, il faut tant de production de logements et on s'engage, nous, interbailleurs, et on s'engage, voilà. Donc c'est le renvoi à l'échelle des territoires des objectifs concernant le logement locatif social. Et enfin, j'ai répondu un peu sur le statut fiscal des bailleurs privés, mais je vais compléter. Je partage avec vous l'idée qu'il faut garder des investisseurs locatifs particuliers. Je suis totalement d'accord avec vous. Les particuliers doivent rester intéressés à l'investissement locatif. Comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas certain aujourd'hui que le Pinel corresponde totalement à l'outil dont on a besoin demain, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, et j'ai montré ses limites aujourd'hui et ce qu'il a aussi provoqué. Je pense que l'autre question qui est posée à la mission parlementaire sur la fiscalité locative, c'est celle-là. C'est-à-dire comment on réussit quand même à intéresser nos concitoyens à investir dans le locatif privé. Je suis d'accord avec vous, on a besoin de particuliers qui investissent dans le locatif privé. On en a besoin. On en a besoin, je suis d'accord. La question, c'est comment, effectivement, on leur permet aujourd'hui d'investir alors que les rendements locatifs restent faibles. Donc aujourd'hui, la question de la fiscalité est posée. Donc je ne parle pas trop de statut du bailleur parce que c'est une question dont on a déjà beaucoup débattu et sur laquelle on a beaucoup discouru. Mais au moins la question de la fiscalité locative, si on peut se mettre d'accord sur une fiscalité qui soit à la fois incitative et juste, eh bien c'est le rôle de cette mission parlementaire. Il y a la question du logement des saisonniers qui renvoie plus largement à la question du logement en général et aussi l'attrition par les meublés touristiques qui ont fait beaucoup de mal. On a parlé, j'ai évoqué tout à l'heure de la préparation d'un plan sur le logement étudiant. Vous savez, sur le logement étudiant, sur le logement des saisonniers, les meublés touristiques ont fait beaucoup de mal. Et donc c'est pour ça qu'il est urgent qu'on arrive à réguler ça et après qu'on arrive à produire du logement pour les saisonniers. On travaille avec Action Logement notamment sur cette question et qu'on arrive également à trouver des réponses pour les étudiants. Et je crois beaucoup, moi, au foncier disponible sur les campus universitaires. Je crois beaucoup aux transformations de bureaux en résidences étudiantes. Je crois beaucoup aussi à la colocation étudiante chez les bailleurs sociaux. Il y a des territoires qui ont encore des grands logements et qui n'ont plus forcément des grandes familles. Pouvoir y développer de la colocation à destination des étudiants en permettre. Nos étudiants ont beaucoup souffert récemment, notamment de l'attrition des logements liés aux meublés touristiques. Je pense qu'il va falloir essayer d'accompagner ça. Voilà, Monsieur le Président. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à toutes les questions. J'en suis pas certain. Mais en tout cas, si je ne l'avais pas fait, mon cabinet se tient à votre disposition. Arnaud Cursante, mon directeur de cabinet. Stéphane Crémel, qui est conseiller, Laure-Emmanuelle Barrier, qui est conseillère parlementaire. On reste bien entendu à votre disposition et si vous souhaitez me rencontrer également, on est à votre disposition. Merci à vous. Merci, Monsieur le Ministre. Vous aurez noté dans cette audition tout l'intérêt de nos collègues sur ces questions. Donc je crois qu'on a bien fait, avec le rapporteur général, de vous inviter. Et merci d'avoir répondu, je crois, assez largement et assez complètement à l'ensemble de nos questions. Merci encore et bonne fin de journée, Monsieur le Ministre. Merci.